Mesdames et messieurs, bienvenue à Laval et compagnie. Comme à chaque semaine à l'émission, on vous présente l'actualité lavalloise sous toutes ses formes culturelles, communautaires, sociales, politiques, ainsi que le monde des affaires. Laval et compagnie, c'est tout ça et plus encore. On lui demande à chaque semaine de fouiller dans son grand sac à nouvelles et de nous en commenter quelques-unes d'entre elles. De l'Écho de Laval, Ghislain Plourde. Bonjour, Éric. Bonjour. Première nouvelle, le cours d'eau Sainte-Rose est au point mort. Et je ne parle pas du cours d'eau, mais en fait, c'est quoi? Les travaux de réhabilitation sont au point mort. D'abord, le petit rappel, c'est à l'automne 2010, c'est un sous-traitant de la Ville qui a effectué des travaux afin de régler un problème de barrage de castors qui causait des inondations aux résidents du secteur. Il a malheureusement saccagé les berges et le littoral du cours d'eau Sainte-Rose. Évidemment, le ministère de l'Environnement a été avisé de tout ça. Bien sûr. On a demandé des correctifs. Le dossier a traîné en longueur. L'an dernier, à pareille date, le ministère de l'Environnement a sommé Ville de Laval d'exécuter les travaux en question. Conformément à ce qu'on avait demandé. Tout à fait. C'est ça. On a même décerné des infractions, des constats d'infraction à la Ville, constats qui valent chacun entre 1 800 $ et 60 000 mais puisqu'il n'y a pas de plaidoyer d'enregistrer à ce moment-ci, on ne peut pas connaître le montant exact de ces infractions qui ont été signalés à la Ville de Laval. Cet automne, la Ville devait amorcer les travaux, le début des travaux, avec un échéancier pour juin 2014. Malheureusement, il y a un petit problème au niveau des appels d'offres. On a dû reporter le chantier de cet automne au printemps prochain. Par contre, il est encore trop tôt, selon le ministère de l'Environnement, pour en fait voir si l'échéancier final de juin 2014 sera respecté ou non. Ensuite, on parle des limites de vitesse qui vont changer sous peu à Laval. J'imagine que ça va être à la baisse et pas à la hausse. Effectivement, c'est un processus qui est déjà enclenché, qui va se poursuivre là, tout au long du mois de novembre. Donc, soyez avisés lorsque vous circulez dans la ville de Laval. Donc, on va passer de quoi? De 50 à... Ce sont principalement les rues de quartier résidentiel qui étaient à 50 km/h. La nouvelle limite de vitesse est fixée à 40. Pas de grands changements pour les zones scolaires, toujours à 30 km/h. Les rues collectrices. Les rues collectrices, ce sont des rues de quartier, mais des rues plus larges, où on circule à double sens, où on peut stationner des deux côtés de la rue. Ces rues collectrices vont afficher une vitesse maximale de 50 km/h. Mais il y a quand même beaucoup de changements. 80 à 85 % des rues dans Laval vont changer de vitesse au cours des prochaines semaines. Pourquoi est-ce qu'on change ça, au juste? C'est à la suite, je vous dirais, de pression populaire. On demandait que, principalement, les rues de quartier résidentiel, on abaisse la limite de vitesse pour accroître la sécurité des citoyens. Et la Ville, tout comme Boisbriand, oui, c'est entre vrai, autres... on a ce problème-là chez nous, c'est vrai. La Ville de Boisbriand a abaissé sa limite de vitesse il y a 2 ou 3 ans de mémoire. Puis il y a d'autres endroits où on était, tu vois, on était trop lent, on l'a mis un petit peu plus haut. Enfin, on est rendu à 40 km/h. Effectivement. On peut toujours réviser ce plan directeur de vitesse en cours de route. Un plan de prévention d'incendie pour les aînés. Oui, c'est une tout bonne à idée, fait. ça. Ça s'appelle, ce programme, Voisins Secours. Ça s'adresse à tous les Lavallois qui qui habitent tout près des résidences pour aînés. On invite ces Lavallois à prendre part au service de secours lorsqu'il y a incendie dans les résidences pour aînés. On peut donc demander leur implication s'ils sont intéressés. On procède en ce moment à des exercices de prévention. Il y a déjà une résidence pour aînés, la Villa Suzy-Vincent, c'est dans Saint-Vincent-de-Paul, qui fait partie de ce programme-là. Et graduellement, les autres résidences pour aînés vont embarquer dans ce projet. La Ville de Laval est l'une des 7 villes en ce moment à prendre part à ce projet pilote de programme Voisins Secours. C'est une très bonne initiative. Oui, tout à fait. Et ça pourrait s'étendre aussi non seulement aux résidences où il y a plusieurs aînés, mais aussi des résidences d'aînés qu'on sait dans nos quartiers. Oui, tout à fait, tout à fait. On veut d'abord viser, évidemment, les résidences à multiples logements et par la suite, probablement, étendre le programme aux résidences unifamiliales.
Bien, ça fait le tour des nouvelles. Ah, tout à fait. De certaines nouvelles. Certaines. Les autres, on les lit dans l'Écho de Laval. Non seulement il y a Ghislain Plourde, mais aussi tous ses excellents collaborateurs. Merci, Ghislain. Bonne semaine. À la semaine prochaine. À 450 Sport, cette semaine, nous retrouvons la très charmante Sarah Bibeau qui nous parle de yoga et ses bienfaits pour le corps. Oui, alors là, très charmante ce matin. Très C'est charmante. ça. Oui, j'ai manqué d'imagination. Je sais pas, en tout cas. Correct, mais j'apprécie ces beaux compliments. Ben, parfait. Alors oui, je parle de yoga aujourd'hui. Alors le yoga, les bienfaits que ça a sur nous. Mais pourquoi est-ce que tu penses que je te parle de yoga aujourd'hui? Parce que c'est une discipline qui est bonne à tous les niveaux. Je dirais peut-être pour le corps, pour la tête, pour... L'esprit, tout, c'est vrai. T'en fais, toi aussi? Ben, j'en ai déjà fait. Je suis pas encore une adepte à 100 OK. mais j'en ai fait quelques fois. Puis je peux dire que ça m'a aidé durant ces moments-là. Mais je te parle de yoga aujourd'hui. Ta réponse n'était pas mauvaise, mais je te parle de yoga parce que on est stressé. Ah oui! On est stressé. Je sais pas de Là, quoi tu parles, Sarah. Moi, je Oui, oui. suis aucunement stressée. Bon, arrête de me raconter des menteries, là. Alors, selon les statistiques, donc les statistiques ne mentent pas, là, c'est environ 61 des travailleurs qui disent qu'ils sont stressés ou qui font régulièrement face à des événements stressants dans leur vie. Alors, 61 bien, c'est pas rien, c'est plus que la moitié. Oui. Des travailleurs qui travaillent. Alors, je me suis dit, bien, aujourd'hui, j'allais vous parler de yoga parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, eh bien, le yoga, ça l'aide pour l'équilibre spirituel, autant pour le bienfait corporel que pour le bienfait spirituel et énergétique dans notre corps. Donc, en premier lieu, je vais vous dire un peu qu'est-ce que c'est le yoga, un petit historique. Ensuite, je vais vous donner des endroits à Laval où on peut faire du yoga. Excellent. Alors, t'es prête? Oui, je suis prête. Donc, on débute. D'abord, qu'est-ce que le yoga? Donc, on en entend souvent parler du yoga, mais si on n'en a jamais fait, on ne sait jamais réellement c'est quoi exactement. Donc, je vous le dis tout de suite, le yoga, c'est une philosophie de vie. On pense souvent que c'est un entraînement physique ou peu importe. Oui, ça apporte des bienfaits au point de vue physique, mais c'est d'abord et avant tout une philosophie de vie. Il s'agit, c'est ça, une philosophie de vie, ce n'est pas l'action même de faire du yoga, mais bel et bien une façon de penser et d'agir dans notre quotidien. Il s'agit d'une pratique complète, donc on l'a dit tout à l'heure, au point de vue physique, énergétique et spirituel. Donc c'est une philosophie indienne qui a pris émergence en Inde et ça date d'environ 2800 ans avant l'ère commune, donc l'an 0. Depuis environ 150 ans, donc 150 ans, c'est un petit peu plus récent là, dans l'histoire du yoga, on parle d'un yoga moderne. Donc un yoga moderne, je ne sais pas si tu sais c'est quoi. OK, Non. je te l'explique. Je t'ai pris au dépourvu, là, mais je t'explique. Alors, le yoga moderne, c'est un yoga qui aurait été adapté aux valeurs et philosophies de vie un petit peu plus occidentales. OK. Donc, plus les valeurs de l'Ouest, puisque l'Inde est située à l'est du globe terrestre. Donc, c'est ça. Les chakras. Je vous parle de chakras maintenant. Donc, les chakras, c'est important de le mentionner puisqu'il s'agit d'un concept important dans le monde du yoga. Alors, le corps humain offre une panoplie de liaisons nerveuses et des centres énergétiques que chaque centre énergétique émet une fréquence de vibration. Et quand on fait du yoga, justement, on travaille sur chacun de ces chakras-là. Donc, parmi ces centres énergétiques, il y en a 7 au total dans notre corps. Alors, on va s'amuser aujourd'hui. On va trouver où sont les chakras. Excellent. Je m'y connais un petit peu en chakra, Oui. mais oui. Alors, 7 chakras. Est-ce que tu savais qu'il y en avait 7? Oui. Le premier, ça serait le chakra racine, je crois. Est-ce que c'est ça? Bien, tu commences au bas. Oui, Habituellement, je c'est crois ça. qu'il débute en haut. Donc, tu n'as pas tort, il y en a un à la racine. Mais tout d'abord, le premier chakra OK. est situé en haut de notre tête. OK. Donc, c'est le chakra fontanelle qu'il appelle de couleur violet, parce que chaque chakra est associé avec une couleur. Donc, couleur violet, conscience et spiritualité. C'est ce que ça signifie, celui-ci en haut. Ensuite, on descend, optique, entre les yeux. Donc, le chakra optique est de couleur bleu foncé et représente le pardon. On descend ici, à la gorge. Donc, il est de couleur bleu ciel et représente la communication. C'est logique, gorge, bouche, Ouais, oui, tout à communication. Ensuite, on en a un au cœur. Donc, est-ce que c'est ça? Oui, je suis rendue au cœur. Le cœur de couleur vert représente le courage et la sécurité. On descend un petit peu plus bas, plexus solaire de couleur jaune qui représente la satisfaction et la paix. Le nombril de couleur orangée qui représente la connaissance et la créativité. Et le dernier, comme tu as dit, celui c'était Racine. la racine, oui. Donc, au sacrum, il est de couleur rouge et ça représente l'innocence et la sagesse.
Et je crois que même médicalement parlant, quand on a des maux à la gorge ou peu importe, ça peut avoir rapport justement à la circulation des chakras. Il peut y avoir des blocages. Blocages énergétiques. Donc, c'est toujours bon, la méditation, le yoga, pour la santé, là, peu importe le problème de santé qu'on peut avoir. C'est vrai. C'est pour ça qu'on essaie d'initier nos Lavallois et Lavalloises à la pratique du yoga aujourd'hui. Alors, selon Tara Fraser, dans son livre « Le yoga chez vous », la localisation des chakras correspond à des points précis du corps, comme on l'a dit, on les a nommés. Chaque chakra coïncide avec un plexus nerveux situé dans la colonne vertébrale. Donc, tu avais raison, ça peut être relié avec peut-être une grippe qu'on a si on a mal à la gorge. C'est relié dans notre colonne vertébrale. Qu'est-ce qu'il y a dans notre colonne vertébrale? Eh bien, ce sont nos liaisons nerveuses. Alors, c'est des centres énergétiques, c'est tout relié, tout est relié là, dans le yoga. Lorsqu'on fait différentes postures, ce qu'on appelle des asanas, chaque posture sollicite des différents centres énergétiques et lorsqu'on a la difficulté à effectuer une position reliée à un chakra précis, eh bien, il s'agit en fait de notre point faible. Donc, ce sont sur ces points faibles-là qu'on doit travailler pour améliorer notre condition physique, notre bien-être spirituel et corporel. Alors, c'est pour ça que je disais qu'il s'agit d'une philosophie de vie. C'est une pratique quand même assez complexe. Si on s'attend à régler tous nos problèmes reliés au stress, avec une séance de yoga, eh bien, on se met les pieds dans les plats parce que le yoga, c'est sur une longue durée. Ouais. Donc, tout ne se règle pas d'une séance. Donc, il faut être patient. Ça soit 2-3 fois par semaine? 2 à 3 fois par semaine. Ou on y va aussi comme ça va, mais ça ne sera pas non plus sur une semaine ou 1 mois ou 2 mois. C'est une philosophie de vie qu'on doit adopter pendant des années. Là. Alors, je ne veux pas vous décourager. Il faut adopter ça dans notre pratique de vie au quotidien. Exactement. Ça doit devenir une pratique de vie au quotidien. Donc, il est prouvé que le yoga aide pour le stress, l'anxiété, une meilleure confiance en soi, une meilleure condition physique, une meilleure condition de l'esprit. Il y a eu des études médicales qui disent que c'est bénéfique ça aurait été bénéfique pour la réhabilitation physique et psychologique de certains patients qui étaient atteints de cancer. Wow, OK. Alors, ça va loin quand même. Ça vous intéresse? Où est-ce qu'on peut aller à Laval? Donc, je vais vous donner quelques endroits. Tous les numéros de téléphone et les sites Internet vont apparaître en bas de l'écran. Donc, vite, en terminant, Fabreville. À Fabreville, il y a le Spice of Life Yoga. À Sainte-Rose, le Centre Yoga Santé, Bikram Yoga Laval, Yoga Pure Énergie, Centre maternel bien-être. Ensuite, ça, c'était à Sainte-Rose. À Saint-François, on a Yoga Soi. Et le centre Voice and Private, ça j'ai de la misère, Kundalini. Ça va être écrit. Kundalini, oui. Ensuite, à Duvernay, on a le centre de yoga zen Shiatsu. Chomédé, on a le centre Kali Yoga. Laval-des-Rapides, on a le studio Idolem et le studio Thai Yoga Laval. Il y a aussi beaucoup de professeurs indépendants et indépendantes. Il y a des centres communautaires à Laval qui offrent aussi des cours de yoga. Il y a certains centres d'entraînement aussi qui ne sont pas nécessairement appelés yoga, qui n'ont pas le nom yoga dans leur titre, mais qui offrent aussi des cours de yoga. Donc, il y a plusieurs possibilités de faire du yoga à Laval. Il suffit d'ouvrir les yeux et puis on va trouver quelque chose qui s'apprête à nos besoins. Mais c'est fort intéressant. Et moi, personnellement, j'ai essayé le Bikram Yoga à Laval. Le yoga chaud. Et c'était intense, laissez-moi vous dire. C'est très difficile, mais plus on le fait, plus ça devient facile. Évidemment, c'est comme n'importe quoi. Et c'est vrai, sûrement que tu seras d'accord avec moi, qu'après, on se sent en paix, on se sent bien, on voit plus clair. Et comme ils disent à la fin du yoga, c'est namasté. Namasté. Alors sur ce, le mot de la fin. Le mot de la fin, namasté. À la fin de l'année et avec l'approche des fêtes, il n'est pas rare que des gens se retrouvent en situation financière précaire, pour ne pas dire critique. Si c'est votre cas, il y a des solutions, entre autres le syndic Poupart. Et pour nous en parler, nous recevons le président et fondateur de Poupart Syndic, Patrick Poupart. Bonjour, je suis en train de Oui, vous bonjour. changer. Donc, comment allez-vous? Oui, ça va très bien, merci beaucoup. Vous, ça va bien, mais beaucoup de gens se retrouvent dans des situations difficiles avec le temps des fêtes qui s'en vient. On regarde notre compte de banque puis ça ne balance pas avec les comptes qu'on reçoit à la maison. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Oui, bien, comme on dit, c'est sûr que je m'organise pour que les gens qui viennent me rencontrer sont mieux que quand ils rentrent. Ils sortent de mon bureau que quand ils rentrent. Bien sûr. Puis des fois, mais c'est pas quelque chose qu'on parle, on garde ça pour soi. Même à des gens proches de notre famille, bien, on n'en parle pas, puis on attend peut-être à la dernière minute, puis c'est normal aussi. C'est pas quelque chose qu'on veut parler. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions.
On peut penser à la proposition de consommateur, approche conseil, donc pour voir toutes les options possibles, réorganiser ses dettes. Si on parle au niveau personnel, bien, les options qu'on a quand on vient rencontrer un syndic, bon, conseiller en insolvabilité aussi, réorganisation financière, donc c'est possible. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions, puis qu'ensemble, on peut regarder ensemble, voir dépendamment du total des dettes. Fait qu'on va regarder les cartes de crédit, les états de compte, évidemment, pour savoir les montants, etc., les prêts personnels. Des fois, les gens, ils ont des maisons, une maison, puis là, ils veulent savoir s'ils vont garder leur maison ou pas. Fait que ça, on va regarder ça ensemble. Souvent, l'auto, c'est possible de la garder parce que l'auto, soit qu'elle ne vaut pas grand-chose, ou qu'on peut faire une proposition, ou l'auto est financée tout simplement. Donc, on continue à faire les paiements tous les mois, puis on peut garder notre véhicule, sous réserve qu'on regarde le dossier ensemble. Là, mais comme on dit, là, n'attendez pas qu'il soit trop tard, consultez plus tard. J'adore votre slogan. Ouais. Dites-moi donc, est-ce qu'on a je vous dirais, là, en tant que Québécois, est-ce qu'on a une bonne éducation financière? J'ai l'impression que non. Bien, je ne veux pas répondre juste par un oui, par un non. Là. C'est peut-être un petit peu plus complexe que ça, mais c'est plus non que oui. Là, parce que, on apprend... Moi, je me rappelle, là, ça fait un petit bout de temps là, que j'étais à l'école primaire. Là, on m'en apprenait la catéchèse. On apprenait les mathématiques, le français, quelques cours complémentaires, là, puis même au secondaire, là, c'est pas quelque chose qu'on parle. Je sais que... Mais on valorisait l'économie aussi. Oui, l'économie, oui, je pense que je me rappelle plus, c'était un cours d'économie familiale ou quelque chose mais comme ça. Mais même à la maison, moi, je me souviens, j'ai ouvert mon premier compte de banque, j'étais tout jeune, on mettait de l'argent chaque semaine. Il me semble que ça s'est perdu avec le temps. Oui, ça, c'est bien pas... Il y a bien les choses qui sont perdues avec le temps, là, mais effectivement, là, c'est pas... Pourtant, on vit dans une société de consommation, hein, fait que vu qu'on dépense beaucoup, puis que, tu sais, on est... sollicité tout bord, tout côté pour faire des achats. On vit dans une société qui est plus en plus, on peut dire peut-être plus matérialiste un peu. Sûr. Donc, puis la vie coûte de plus en plus cher. Les salaires n'augmentent pas tout le temps autant qu'on voudrait. Puis c'est facile de s'endetter sur des cartes de crédit. Il y a moyen là, d'y arriver, comme... Par contre, en ayant seulement juste une carte de crédit, en faisant son paiement à la fin du mois, pas juste faire le paiement minimum, donc faire le... Payer le solde au complet. Solde au complet. C'est sûr que c'est pas toujours possible parce que des fois, bon, l'automobile casse, il faut mettre, là, l'hiver s'en vient, il faut mettre des pneus d'hiver. Des pneus d'hiver, puis là, ben là, c'est des frais additionnels, là, puis des fois, c'est pas prévu, là, puis c'est pas toujours possible non plus. Tu sais, ils disent de mettre 3 mois de côté en revenu. Donc, si on perd notre emploi, on a un coussin, là, qui ça nous laisse le temps de nous revirer de côté. De côté, c'est ça. Est-ce qu'il y a une partie psychologique à votre métier en tant que syndic? Oui, je dirais. C'est pas juste des chiffres. Non. Il y a une approche. Non, c'est ça. Mais je dirais qu'il y a beaucoup l'aspect, comme je dis, psychologique, où c'est bien important, la personne, tu sais, qu'elle se sente accueillie. Puis qu'elle dit, bon, mais lui, je suis capable d'y expliquer ma situation. Faut se sentir en confiance aussi. Oui. Être en confiance, puis dire, OK, mais là, OK, je peux relaxer. Là, on a regardé notre situation, puis là, j'ai l'impression que j'ai bien compris les différentes options, puis je suis rassuré parce que là, je sais, là, j'arrive plus. Mais OK, là, je peux faire, par exemple, une proposition de consommateur, regrouper toutes mes dettes en un seul paiement sans intérêt. Bien, déjà, de savoir qu'il y a une solution, déjà, il y a une lumière au bout du tunnel. Est-ce qu'il y a de plus en plus de faillites ou il y en a moins? Ça se maintient. Je n'ai pas les statistiques. Ça, il faudrait aller sur le site. Il y a le site du Bureau du surintendant des faillites là, qui énumère là, les statistiques exactes. C'est sûr que ça se maintient. Là. S'il y a eu c'est sûr qu'il y a une récession là, en 2008. Là, est-ce qu'on est encore un peu dans le creux de la vague? Il me semble que oui. Ça remonte pas fort. C'est ça? C'est ça. Ouais. Et est-ce que c'est trop facile d'avoir du crédit selon un syndic comme vous? Est-ce que c'est trop facile? C'est sûr que c'est pas compliqué. Ça, c'est sûr que c'est pas compliqué d'avoir du crédit. Là, c'est comme ça que ça fonctionne. Mettons qu'on va avoir une hypothèque sur une maison, mais la banque va s'assurer qu'on a un ratio d'endettement qui est correct, qu'on a des salaires suffisants. C'est plus facile de passer à la banque si on est salarié que si on est travailleur autonome. Par contre, les cartes de crédit, des fois, bon, on nous envoie une carte de crédit, puis il n'y a pas toutes les vérifications, il n'y en a pas autant de vérifications, parce que dans le fond, c'est une première carte, mettons, avec une limite de 5 000. Puis là, bien, une fois qu'on en a une, souvent, ça débloque pour d'autres cartes de crédit. Fait que c'est un danger là, de dire, bien là... Par contre, là, qu'est-ce qu'ils ont fait récemment? C'est qu'ils mettent le montant total, le temps que ça prendrait
pour rembourser les dettes. Fait que j'ai des clients qui viennent à mon bureau, ils disent, ben là, ils ont un état de compte, c'est marqué sur l'état de compte. Si vous continuez à faire les paiements de cette façon-là, il vous reste pour 24 ans à payer. Donc là, ils sont comme... Ils disent, bon, ben là, c'est pour ça que je suis venu vous voir. Il n'y en a pas tant que ça, là, mais il y en a une couple qui sont venus me voir avec ça. Ils disent, ben là, je vois bien que ça n'arrivera pas. C'est-tu un problème plus masculin que féminin, les dettes, ou c'est la même chose? Non, je dirais c'est 50-50, là. Puis les jeunes, en ce moment, parce que, écoutez, moi, j'ai 5 jeunes à la maison, ils ont tous été sollicités pour avoir des cartes de crédit. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'abus de ce côté-là? Bien, les jeunes, c'est sûr que... un jeune qui reçoit une carte de crédit, qui commence dans la vie, c'est correct qu'il y ait une carte de crédit parce que c'est avec ça qu'on refait son crédit ou qu'on démontre qu'on est capable de faire les paiements. Si on n'a pas de crédit rendu à 25 ans, même si on a un travail stable, fait que c'est important peut-être de l'avoir, un peu de crédit, pour être capable de démontrer aux compagnies là, qu'on... Tu sais, il y a Equifax puis Crédit TransUnion. Fait qu'eux autres, c'est des institutions qui vérifient ou que les institutions prêteuses donne une note de crédit. Donc, en ayant une carte de crédit, on apparaît chez Equifax puis Crédit TransUnion. Puis là, quelqu'un, mettons qu'on va aller emprunter pour un auto, mais ils sont capables de voir, ah, OK, vous avez une carte de crédit, ça dit, ah, vous avez payé en dedans de 30 jours, en dedans de 60 jours, ou au contraire, là, vous ne payez pas du tout. Là. Fait que ça l'aide à bâtir l'historique de crédit. Fait que votre question, c'était, est-ce que les jeunes, les crédits, c'est trop facile? Bien, c'est pas juste facile pour les jeunes, c'est facile pour tout le monde. Oui. Maintenant, c'est pour ça qu'on parlait d'avoir peut-être au secondaire des cours là-dessus sur le budget parce que un coup qu'on a une carte de crédit, c'est pas de l'argent qu'on a en banque, c'est de l'argent qu'on emprunte puis qu'éventuellement on va devoir rembourser. C'est ça. Fait que si on n'est pas capable de faire les paiements à la fin du mois, puis on fait juste le paiement minimum, ça peut arriver parce que la vie coûte cher. Mais c'est peut-être le temps de dire, bon, ben là, on va faire un budget, puis on va essayer de voir si on ne pourrait pas payer un petit peu plus que le minimum pour prendre le dessus, comme on dit. Ouais. Puis vous pensez quoi des taux que l'on cherche sur les cartes de crédit en ce moment ici au Canada? C'est absolument usuraire, non? Bien, les banques, ils chargent en fonction du risque, ce que je peux voir. Là. Fait que c'est sûr que tantôt on parlait, je reviens un petit peu à ça, là, une hypothèque est garantie par la maison. C'est pour ça que la banque, elle peut dire, bon, bien, je vais vous charger, là, les taux d'intérêt sont bas. Présentement, là, mettons qu'ils sont à, je sais pas, 5 3 ou 4 ou des fois 6 ou plus haut, dépendamment si notre crédit est moins bon. Fait que là, eux autres, ils disent, bon, on peut charger un taux d'intérêt moindre parce que si jamais la personne ne paye pas, en dernier recours, on peut prendre possession de la maison. Tandis que les cartes de crédit, si vous ne payez pas, ils n'ont pas aucun recours. Ils n'ont pas de prise. Puis il ne faut pas oublier que si on paye la carte de crédit au bout de 30 jours, puis on paye le plein montant, on n'a pas d'intérêt. C'est vrai. Hein? C'est là qu'on se fait prendre. C'est là qu'on se fait prendre. Fait qu'eux autres, ils se disent, on va vous prêter, mais si jamais vous ne remboursez pas à temps, là, on va vous pénaliser des fois à 18, même plus. Mm-hmm. Ouais. De toute façon, si on a ce genre de questions-là, on peut aller chez Poupard Syndic. Oui. Il y a 4 bureaux, d'ailleurs, un peu... Oui, bien notre bureau principal, évidemment, c'est à Laval, sur le boulevard des Laurentides, là, entre Saint-Martin et la 440. Fait que là, vous pouvez venir nous rencontrer là. Vous téléphonez pour un rendez-vous. Oui, absolument. Alors, c'est 450-621-0335. Oui, une consultation sans frais, sans obligation. Sinon, il y a une ligne sans frais aussi qui est un 1-866-621-0335. Oui. Et aussi le site internet poupardsyndic.ca. Patrick, c'était vraiment intéressant. Oui. Mais il y avait encore bien des choses à jaser, mais c'est pour ça qu'on va aller vous rencontrer. Oui, ça fait plaisir. Merci. Merci. C'était Patrick Poupard. Décidément, Laval regorge de compagnies novatrices et qui ont, je vous dirais, même la cote à travers le monde. Notre prochaine invitée est non seulement une leader dans son domaine ici au Québec, au Canada, mais on exporte aussi ses produits un peu partout, de Joannelle, compagnie de Joanne Boivin, présidente et fondatrice. Bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Je suis tellement ravi de vos produits et de savoir que c'est fait ici à Laval et que c'est exporté un peu partout. Eh oui. Vous devez être fiers de vous quand même. Oui, je suis fière de mon travail et de mon équipe surtout. Après 22 ans, on est assez bien établi. Joannelle est une marque reconnue, mais qui a besoin aussi de nouveaux marchés pour grandir. Bien sûr. C'est quoi la petite histoire de Joannelle? C'est-tu parti comme dans le sous-sol, dans la cuisine? C'est parti d'où? La petite histoire de Joannelle, il faut savoir qu'au départ, j'ai toujours eu une passion pour les accessoires, les chaussures, les sacs à main. Et mon cœur a toujours balancé entre les arts et les affaires.
La petite histoire, c'est que très jeune, je voulais être entrepreneur. Et puis, j'ai décidé, là, il y a 22 ans, de foncer et puis d'aller de l'avant avec mes idées. Vous êtes particulièrement reconnu pour vos sacs à main, des produits autant pour hommes, pour femmes, que même pour les animaux. Et oui, avec Edgar et Souki. Oui, c'est vrai. et qu'est-ce qui fait, je vous dirais, la particularité des produits Joannelle? C'est très simple. Chez Joannelle, notre mission est de faire de beaux objets, mais aussi fonctionnels. Donc, c'est l'esthétique et le côté pragmatique qui est très important chez nous. 350 nouveaux produits par année? Oui, parce que pour l'ensemble de nos 4 marques, donc il faut donner du choix dans les différentes catégories. Donc, comme vous le disiez à l'introduction, autant dans les produits pour hommes, les porte-documents, les porte-monnaies, les sacs à main. C'est quand même... L'accessoire est quand même assez vaste dans son étendue. Donc, il ne perd pas de sa popularité, le sac à main, autant pour hommes que pour femmes, ou en fait porte-documents? Au contraire, avec toute la technologie, avec tout ce qu'on transporte à tous les jours, c'est devenu une nécessité même pour ces messieurs. Alors, c'est un marché qui grandit. Ce qui m'étonne, c'est que souvent, on parle de pays asiatiques qui nous produisent ces produits-là et qui nous exportent ça. Là, ça part du Canada vers le reste du monde. Comment avez-vous réussi à vous implanter, justement? Bien, toutes nos créations, il faut savoir que Joannelle et son siège social, qui est établi ici à Laval, c'est ici, avec tout notre département, qu'on crée tous nos produits. Et on rayonne à l'international parce qu'on s'implique dans différentes foires et différents marchés. Et nos produits se retrouvent autant sur les tablettes de nos amis américains et on exploite d'autres marchés en Europe. C'est quoi la mode, les tendances dans les sacs en ce moment? Il faut savoir que c'est sûr qu'on est à l'automne et tout est assez noir. Alors, on a les bordeaux, les noirs, les bruns, les violets. Mais je vous dirais que les tendances qui s'en viennent sont assez foncées pour les prochaines saisons. Parce que les marchés le marché du détail, présentement, est quand même un peu au ralenti. Donc, les gens y vont pour des valeurs sûres. Donc, on achète peut-être un petit peu plus cher, mais pour que ça dure plus longtemps? Bien, je pense que oui. Puis nous, mais notre qualité, elle est là pour les gens... Quand les gens comparent, ils s'aperçoivent que pour un produit Joannelle, ils en ont pour leur argent. Et pour moi, c'est très important. Vous savez, le soir, moi, je veux dormir. Bien sûr. Alors, comme on dit, je suis porte-parole de mes produits. Donc, quand on a le visage sur la boîte de nos produits, on veut garantir une bonne qualité. Comment est-ce qu'on fait, justement, pour se choisir un bon sac à main qui soit assez fonctionnel? Je parle aussi d'un porte-document, là. Pour que ça soit, qu'on en ait assez pour notre argent, que ça soit utile et longtemps. C'est sûr que dans notre champ de compétences, moi, ça fait 35 ans que je suis dans l'accessoire. Donc, c'est sûr qu'il y a de la qualité, mais entre autres, peut-être des billets de finition qui sont là pour faire bien tenir les formes. C'est quand même très spécifique. Donc, on ne peut pas s'improviser dans cette industrie-là. Il faut avoir de la compétence et des connaissances et aussi des manufacturiers qui supportent nos besoins. Et ce sont tous des sacs qui sont faits ici, à Laval? Non, ce ne sont pas de production locale. Ce sont des créations qui sont faites ici. OK. Mais on utilise différentes usines à travers le monde. À travers le monde. Et vous en vendez combien par année? J'ai oublié de vous poser la question. Tout près de 200 000 unités par année. Et vous le disiez tantôt, pour 300 nouveaux produits. Alors, on travaille très fort pour amener l'innovation sur le marché d'une façon constante. Bon, vous parlez d'innovation. Comment on peut innover avec quelque chose qui existe depuis des millénaires? Bien, j'ai apporté ici un exemple. On a innové avec la technologie lumineuse. Nous avons une doublure qui s'illumine. Alors, en appuyant sur un interrupteur ici. Et ça va à l'intérieur d'un sac? Oui, j'ai apporté un exemple de la doublure du sac. De celui-là? Oui, c'est ça. OK. Et au bout de 30 secondes, ça s'éteint automatiquement. Et c'est alimenté par une petite batterie. Alors, on a un brevet pour ceci et ça nous a justement différenciés sur les marchés internationaux. Est-ce que vous préférez le cuir ou les autres matières en matière de sac? Oui, c'est ça. Personnellement, j'aime beaucoup le cuir. Et il y a aussi un retour au cuir parce que, vous savez, le cuir, c'est une forme de récupération. Hein? Parce que, dans le fond, on tue les animaux pour se nourrir et on fait la récupération des carcasses. Alors, le cuir, c'est mon coup de cœur, c'est certain. On parle de cuir de quoi? Si vous aviez un sac à acheter, vous l'achèteriez en quelle sorte de cuir, vous? Bien, la plupart c'est sûr qu'il faut éviter des sacs en agneau, parce que l'agneau, on sait que c'est un jeune animal. Donc, c'est plus souple. C'est plus souple, c'est plus fragile. Donc, de la vachette. Un cuir de vache, un cuir de bœuf, c'est très, très bien. Vous avez différentes lignes. Il y a, entre autres, Joannelle. Joannelle, la marque maison. C'est ça.
Hugo Santini. Plus spécialisé dans l'homme, quoiqu'on a une très belle collection pour femmes aussi, mais ce sont des peaux et des cuirs exotiques. Ensuite, il y a Mouflon. Oui, Mouflon, qui est une marque qui est très, très, très reconnue. C'est plus un sac tout allé, en fait, c'est ça? Tout allé, tous les jours, Oui. à un prix plus Un peu populaire. plus sport aussi. Plus sport, pour répondre justement à cette gamme-là. De la dame qui va avoir un sac qui ne changera peut-être pas nécessairement de sac à chaque saison. Donc, un intemporel. Et il y a la marque Edgar Isuki, moi qui ai beaucoup d'animaux à la maison, je trouve absolument magnifique ces petits sacs, en fait même grands sacs, ça dépend de la taille de l'animal. Oui, pour transporter nos petits animaux que nous aimons vrai. tant. Alors, Edgar Isuki, c'est une marque qui est dédiée à ça. Ça va entre quel prix et quel prix? Disons, si je veux faire un cadeau, je sais pas moi, à mon épouse. Mais vous savez, à notre boutique du magasin du boulevard Le Carrefour, vous y retrouvez 1000 produits et vous avez entre 50 à 550 les prix de détail. Donc, il y en a pour tous les prix. Il y en a pour toutes les fourchettes et c'est important pour nous. C'est-tu mieux de choisir, en fait, d'amener la personne choisir son sac ou on peut choisir pour elle? Parce que je trouve que c'est assez personnel, un sac, non? Oui, c'est sûr que souvent, les gens nous disent ça, que c'est difficile d'acheter pour eux. Quoique, on a tellement de belle diversité de produits, puis notre personnel est très compétent. Alors, en discutant avec la personne, on peut peut-être mieux évaluer les besoins, en fin de compte. Et vous, votre sac préféré, c'est lequel? Oh mon Dieu, on a 1000 produits. J'en ai plusieurs dans mon garde-robe. C'est vrai que vous devez changer de sac à tous les jours, vous? Oui. Si c'est pas 2-3 fois par jour? Oui, je change très régulièrement parce que c'est notre carte d'affaires aussi. Bien sûr. Alors, c'est notre produit, c'est aussi notre passion. Et on peut aller sur joannelle.ca pour avoir justement toute la liste des produits, mais aussi des endroits où on peut retrouver tous ces produits. Oui, parce que nous avons 2000 détaillants à travers le Canada, les États-Unis, mais nous avons une boutique, le magasin phare du boulevard Le Carrefour. C'est tout près de Corbusier. Et là, vous y retrouvez toute la panoplie de tous nos produits. Et je pense que c'était devenu un mal nécessaire. Absolument. Puis le timing n'est pas mauvais. Le temps des fêtes arrive. Le temps des fêtes Ça se donne arrive. bien. En cadeau. Allez-y, il y a des belles promotions, il y a des belles choses à voir. Alors, je rappelle l'adresse, bien sûr, Internet pour aller voir le site. Puis je vous dis, vous allez vous amuser. Moi-même, qui n'ai pas très amateur de sac, j'ai passé du bon temps là-dessus à regarder ça. J'ai vraiment été... Séduit par vos produits. Avec vraiment. une belle marque québécoise. Oui, c'est vrai. Non, je suis très fier. Alors, joannelle.ca, Joanne Boivin, présidente, fondatrice de cette magnifique compagnie. Merci de votre visite ici à la Belle Compagnie. Merci. Merci beaucoup. L'Orchestre symphonique de Laval est le plus grand organisme artistique de la région lavalloise. Anne-Marie Kirouac a récemment assisté à un de leurs concerts qui est dirigé par Alain Trudel, qui est un des chefs les plus prisés au Canada. Bonjour, Anne-Marie. Oui, bonjour, Amélie. Et où tu as assisté exactement à leur concert? Où? Ben, à la salle André-Mathieu. Salle André-Mathieu. Il y a une série de concerts qui s'en viennent, là, ce que tu me disais. Oui, bien en fait, l'Orchestre symphonique de Laval, comme tous les orchestres, a une saison 2013-2014. On est au tout début. C'était le deuxième concert d'importance que j'ai vu parce qu'il y a deux catégories de concerts, si on peut dire, de l'Orchestre symphonique. Il y a les grandes soirées avec l'orchestre complet, comme moi, ce que j'ai vu le 5 novembre, qui était une soirée Denis Goujon, Johann Brahms et Jean Sibelius. Donc, un gros programme. J'y reviendrai dans quelques instants. Et sinon, ils ont des après-midi concerts, souvent en petite formation, des quintettes de cuivre ou des quintettes ou des ensembles à cordes. Donc, des sections de l'orchestre qui font des petits concerts comme ça dans des salles plus petites, dans des chapelles. Donc, c'est pas la grande salle André-Mathieu. Okay. Donc, vous avez différentes formules pour aller voir les musiciens de l'orchestre symphonique. L'orchestre symphonique, on le sait, quand c'est complet, c'est beaucoup. C'est plus de 50 musiciens sur la scène. Et c'est ce que j'ai vu, moi, le 5 novembre. C'était une grande soirée. Le titre, c'était « Virtuose ». Virtuose. Et apparemment, tu m'as dit, c'est intense comme musique. C'était intense. 3 pièces qui ont été présentées. Virtuose, bon, il y avait un compositeur québécois, Denis Goujon. Effet exceptionnel, il était dans la salle, Denis Goujon. Et même le chef d'orchestre, Alain Trudel, a souligné à quel point c'était exceptionnel d'avoir le compositeur qui est là devant l'orchestre, qui assiste à l'interprétation de sa propre pièce. Bien, pour les musiciens, peut-être, pour le chef aussi, le compositeur est dans la salle. Donc, Denis Goujon, lui, qui est un Québécois qui est né à Granby, qui compose énormément. Ils ont joué le Primus Tempus, petite
pièce quand même assez courte, c'était 12 minutes, c'était l'introduction de la soirée. Et ça mettait bien, ça mettait en bouche, là, si on peut dire, pour les 2 autres œuvres qui étaient des œuvres vraiment intéressantes. Moi, vraiment, j'ai un coup de cœur profond. C'est le genre de pièce que je peux écouter encore en boucle. Jean Sibelius, le concerto pour violon en ré mineur. Okay. Là, ça a l'air des titres. Ouais, je connais ça. Moi aussi, j'écoute tout le temps. Mais c'est une pièce, c'est d'où le titre, là, virtuose. Avec cette pièce de Jean Sibelius, le concerto pour violon, il y avait un invité spécial, Alexandre Dacosta, un jeune violoniste d'à peu près il y a 34 ans. Là. Déjà, on voit qu'il est sur une lancée. C'est une pièce très difficile pour le violon. Le soliste, c'est un violoniste qui a une partition. Et lui, ce qui est assez exceptionnel, et si vous regardez d'autres vidéos de cette pièce-là, il joue de mémoire, donc vraiment par cœur, cette pièce. Ça dure à peu près 45 minutes. Et il y a une intensité. Et moi, ce qui m'a aidé à apprécier le concert, c'est que j'ai écouté l'œuvre avant. Et je vous conseille de faire ça si vous allez voir des spectacles de l'orchestre symphonique, d'écouter avant pour déjà apprivoiser l'œuvre. Et quand vous allez être dans la salle et que vous allez entendre l'orchestre interpréter, tout de suite, vous allez avoir comme un sentiment de familiarité, vraiment, oui. Puis là, ça va être « Ah, OK, ça me rappelle tel passage. » Et vous allez pouvoir mieux observer. Puis c'est ça qui était intéressant dans l'orchestre, de le voir en live, c'est que vous voyez l'interprétation des musiciens, vous voyez toute l'intensité, la vigueur. L'émotion. Mais vraiment, vous pouvez observer chaque musicien différemment parce que, bon, comme je disais, il y a une cinquantaine, il y a les percussions, il y a les cuivres, les cordes. Donc vraiment, c'est... Juste voir un chef d'orchestre, moi, je trouve ça tellement impressionnant. De voir le chef je peux pas imaginer comment il peut gérer tout ça. Ah, bien ça, c'est des années de pratique. Ouais. Et donc, Jean Sibelius, ce concerto-là était vraiment magnifique. Et 3e œuvre, qui était la symphonie numéro 3 en fa majeur de Johann Brahms, cet Allemand du 19e siècle. Autre pièce, c'est peut-être la symphonie la plus connue de Brahms. Ça, encore une fois, en l'écoutant à l'avance, c'est toujours plus agréable. Et vraiment, c'était un programme magnifique. Je vous conseille, si vous allez à l'orchestre aussi, d'essayer de choisir des sièges assez proches. Okay. Pour vraiment ressentir les vibrations de l'orchestre. Moi, j'étais un petit peu à l'arrière. J'aurais aimé ça sentir plus. Tu disais que tu faisais diminuer la moyenne d'âge de l'auditoire un peu. C'est sûr que, bon, moi, c'était un mardi soir. C'était plein, soit dit en passant. C'était très, très plein, cette salle André-Mathieu. Mais j'avoue que la moyenne d'âge est assez élevée. Pas parce que les jeunes n'aiment pas la musique classique. Je pense que c'est question de juste l'apprivoiser, de se laisser aller. C'est méconnu. Je pense qu'on pense à la musique classique, ça va être ennuyeux, ça va être trop, je sais pas, mélodieux, un peu comme... c'est ça, quelque chose Quand on est jeune, peut-être on s'intéresse plus à la musique dans les médias. C'est comme s'il n'y avait pas d'émotion, on n'allait pas ressentir des choses, mais honnêtement... C'est tout le contraire. Vraiment, et surtout avec ce premier programme-là, c'était vraiment magnifique. C'est quand même aussi relativement accessible comparé à d'autres spectacles que vous allez voir, un humoriste ou tout ça, c'est à peu près dans les mêmes prix. Je vous invite tout de suite au prochain concert d'envergure. Bien sûr, c'est Noël qui arrive. C'est le grand concert de Noël qui aura lieu le mercredi 11 décembre à 20h, toujours à la salle André-Mathieu. C'est Noël, donc évidemment, on ressort les grandes œuvres qui ont été composées pour Noël, puis on va dans différentes époques. Le concert s'intitule « Joyeux Noël, Bach, Handel et le chœur de Laval ». Donc, c'est l'Orchestre symphonique de Laval qui sera là, encore avec Alain Trudel, bien sûr. Il y aura le chœur de Laval, donc les chanteurs, encore une fois, des dizaines de chanteurs. 4 solistes qui seront là aussi, donc qui vont ressortir, là, des solistes chanteurs. Et on aura donc le directeur de chœur du chœur de Laval, Danny Wiseman, qui sera là. Et donc, on va jouer Bach. On joue le cantate de Noël « Ich freue mich in dir ». Wow, c'est quand même bien prononcé, ça. Je suis impressionnée. Donc, c'est en allemand, bien sûr, Bach. Donc, c'est un classique, Bach, de jouer ça à Noël. On joue un autre classique aussi. On va jouer et chanter Le Messie de Handel, Friedrich Handel. C'est une œuvre... On va faire des extraits seulement parce que c'est une œuvre très, très longue. Donc, on fait des extraits de Handel. On va faire aussi Noël pour les instruments de Marc-Antoine Charpentier et des airs traditionnels de Noël qui seront joués par l'orchestre et le chœur de Laval. Ça risque d'être une soirée vraiment intéressante. Et je vous invite vraiment à y aller, là. Les plus jeunes, faites un effort. Quelle date déjà? Allez-y, c'est le mercredi 11 décembre, donc 2 semaines avant Noël. 11 décembre à 20h. Les billets sont déjà en vente, bien sûr. Ça va être plein, c'est sûr, mais il faut essayer de faire rajeunir, les jeunes. de faire rajeunir l'auditoire. Oui. Parce que l'Orchestre symphonique, il faut en profiter à Laval quand même. Un orchestre symphonique, c'est pas toutes les villes qui en ont.
l'Orchestre de Laval, vraiment, qui vous propose des œuvres très, très intéressantes. Là, c'est le concert de Noël. Il y en aura d'autres au printemps. Je vous en reparlerai au printemps. D'autres œuvres, du Mozart qui arrive et d'autres. Oh. Ben allez-y, les jeunes, ça fait partie de notre culture. Oui, puis des musiques d'ailleurs, mais de voir des musiciens en face de soi nous jouer avec tout leur cœur. C'est vrai. Vous allez Donc, passer une excellente soirée, je vous le garantis. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site Internet de l'OSL à www.osl.qc.ca. Merci beaucoup, Anne-Marie. À bientôt. À bientôt. À ma chronique communautaire, aujourd'hui, je reçois Marianne Bouchard, intervenante, ainsi que Richard Cadieux, directeur général de SIDA Vie-Laval. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, cet organisme communautaire existe depuis combien de temps? Bien sûr, l'organisme communautaire existe depuis 1995. C'est dans le cadre du SIDA comme tel qu'au début des années 80 a eu un impact assez fulgurant. Et on s'est rendu compte qu'à Laval, au début des années 90, entre autres, il y avait un manque vraiment de ressources. Pour supporter justement les personnes atteintes. Exactement, pour le support des personnes vivant avec le VIH. Et Sylvain Leblanc, qui est le fondateur, a mis sur pied cet organisme justement pour amener des ressources aux personnes vivant avec le VIH. Des ressources comme quoi en tant que telles? En termes de logement, en termes de soins, en termes de support financier, etc. Parce que lorsqu'on parle d'une personne qui apprend le diagnostic, au niveau financier, au niveau des médicaments, je pense que c'est quand même assez dispendieux. C'est sûr que les médicaments eux-mêmes sont, oui, dispendieux, mais pour les personnes qui vivent avec le VIH, bien sûr, il y a la RAMQ qui assume une bonne partie là, de ces médicaments-là. Il y a quand même un montant là, chaque année qui est payé par la personne. Et vous avez combien de membres? Bien, vous avez combien de personnes que vous pouvez aider à chaque année? Tout dépendant des personnes. Mais je veux dire, actuellement, au niveau financier, on n'a pas à aider personne pour nous. Okay. Au niveau des médicaments. Pour les supporter. On les supporte, principalement. Pour les enligner, savoir comment faire les démarches. L'accompagnement psychosocial, l'accompagnement auprès des difficultés qu'ils peuvent vivre en termes au niveau psychologique. Au niveau aussi de l'hébergement, un peu au niveau des fois, parfois de la bouffe là, qui peut manquer. Là. On a tout un volet aussi de prévention à SIDA Vie-Laval. On a différents projets aussi parce qu'on lutte contre le VIH en accompagnant les personnes qui vivent avec, mais aussi pour prévenir auprès des clientèles les plus à risque en faisant la prévention, exactement. Prévention, distribution de matériel de consommation, de matériel de protection, aussi faire de l'éducation auprès soit des jeunes, des travailleuses de l'industrie du sexe, toutes les clientèles les plus à risque finalement. Et le 1er décembre prochain, eh bien, c'est la Journée mondiale de lutte contre le sida. Cette première journée-là a eu lieu en 1988 et à chaque année, le 1er décembre, eh bien, on lutte pour justement aider la cause, la supporter. Et vous faites un événement très spécial le 28 novembre prochain, un 5 à 7. Oui, exactement. Donc, nous, dans le fond, à notre façon, on voulait s'inscrire dans la lutte contre le VIH un peu en donnant de notre humanité qu'on côtoie chaque jour à SIDA Vie-Laval avec les personnes qui vivent avec le VIH. Donc, pour ça, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment d'avoir des témoignages de personnes qui vivent avec, pas seulement pour sensibiliser par rapport aux impacts du VIH négatif, mais aussi comme message d'espoir, tu sais, c'est pas nécessairement la fin de la vie, puis de justement mettre de personnifier, dans le fond, les personnes qui vivent avec le VIH. C'est que c'est pas juste une maladie, mais c'est aussi des personnes qui vivent avec la réalité. Donc, on va avoir des témoignages qu'on va enregistrer de personnes qui vivent avec le VIH. Pourquoi l'enregistrement de la voix? C'est parce qu'on voulait qu'il n'y ait pas une limite au niveau de comment il était à l'aise par rapport à ce qu'il dévoilait, à ce qu'il disait. Donc, on leur a offert d'enregistrer la voix, puis on va faire, dans le fond, on va faire entendre ça pendant le 5 à 7. Il va y avoir aussi un DJ, des bouchées, un cocktail qui va être servi, donc au centre communautaire Laval-des-Rapides. Oui. Très festif, un 5 à 7. Oui. Alors, on le rappelle, c'est jeudi le 28 novembre prochain. On peut se procurer des billets au coût de 15 $. Exactement. Et on peut, en vous téléphonant ou en ayant accès à vos coordonnées. Oui, soit aussi vous présenter le soir même, si vous voulez, au 5 à 7. Qui se passera au centre communautaire de Laval-des-Rapides. De Laval-des-Rapides, exactement. Oui, exactement. Alors, parlons-en. Vous êtes atteint du VIH. Oui. Et ça fait longtemps? Ça fait combien Oui, le diagnostic a été le 26 octobre 1996. 96. Ça fait déjà 17 ans. Et vous vivez comment? Très bien. Très bien, en bonne santé. En très bonne santé. Êtes-vous suivi régulièrement? Oui.
Normalement, j'ai un médecin qui me suit là, en moyenne aux 6 semaines. OK. Donc, il me rencontre à chaque 6 semaines pour voir où on en est. Mais actuellement, c'est très, très stable. Donc, Est-ce qu'il y a une prise de médicaments régulière? Oui. Oui. Chaque jour, il y a une prise de médicaments. Et c'est le médicament, j'imagine, qui régularise le tout? Exactement. Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie que vous êtes restreint de faire pour ne pas, justement, qu'il y ait un élément déclencheur qui pourrait faire la différence au niveau de votre santé? C'est ça. Je dirais pas tellement aussi au niveau des choses dont je serais restreint, mais plutôt des choses dont j'ai à assurer. Donc, on va dire une saine alimentation, un bon équilibre de vie en termes d'activité, de sommeil. Et de sport, d'entraînement? Oui, principalement d'activité physique. D'activité physique, de bouger. De bouger, exactement. Okay. Lorsqu'on parle d'alimentation, on parle de quoi? Au niveau que ça soit vraiment sans gras, sans sucre ou... Bon, pas nécessairement. C'est dans le fond d'avoir des bons repas régulièrement, pas passer 2 jours sans manger, là. D'avoir des bons repas réguliers avec une bonne alimentation au niveau de... pas juste du junk food, là, mais une bonne alimentation, principalement. Moi, j'aime beaucoup les légumes, là, etc. Là. Et lorsque, pour certaines personnes, où ça ne va pas nécessairement bien, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Les complications premières, ça serait quoi? Bien, ça serait que la médication ne fonctionne pas et qu'à ce moment-là, la santé va détériorer et à ce moment-là, le virus va reprendre un peu de force. Là. OK, mais quand c'est bien contrôlé, on arrive à le laisser à son niveau bas? Presque inactif. Presque inactif. Ouais. Puis à ce moment-là, bien, on est en pleine santé. On est en pleine santé, on va bien. Les plans continuent puis les rêves sont toujours existants. Excellent. Oui. Merci beaucoup à vous deux de nous expliquer votre organisation SIDA-Vie. Merci. Et on invite tous les gens le 28 novembre prochain, justement, à assister au 5 à 7. Merci beaucoup. Merci. Elle est notre bénévoliste en chef et en plus, elle sera maman dans les prochains mois. On a le bonheur de recevoir, comme à chaque semaine, sauf pendant les 2 dernières, Peggy Belland. Bonjour. Bonjour, Éric. Comment tu te sens? Ah, ça va vraiment bien. Il y a beaucoup de choses qui se passent depuis 2 semaines. Je suis très contente. Puis la grossesse, ça va? Ah oui, j'ai une super belle grossesse jusqu'à date. Okay. Ça va très, très bien. Ça me donne encore plus le goût d'aller voir les gens pour partager leur bonheur à eux et qu'est-ce qu'ils font de bien pour les Lavallois. Ça développe notre fibre sensible, un enfant. Effectivement. Faut pas trop que je regarde nos vidéos parce que je pleure. Et là, tu nous parles de quelqu'un qui t'a été suggéré pour cette chronique de Mille merci, donc quelqu'un qui fait du bénévolat. Oui, c'est M. Robert Boily, qui est un Lavallois. Et je vais te poser une petite question, Éric, pour commencer. D'après toi, combien d'heures de bénévolat fait un citoyen normal dans une année? Par année? Oui. Ah, c'est une sacrée bonne question. Une centaine d'heures? Ah, t'es pas très loin. Ah ouais? En moyenne, un citoyen québécois fait 76 heures de bénévolat par année. C'est bon. Et notre invité cette semaine, attachez-vous bien, il en fait 1200 heures de bénévolat par année. Robert Boily est un passionné. Il a fait beaucoup de choses au cours des dernières années et il fait du bénévolat depuis qu'il est jeune. Donc, on l'a rencontré, c'est ça qu'il nous a expliqué. Il est entre autres impliqué dans Ambulance Saint-Jean, la Cité de la santé de Laval, le patinage artistique. Il a fait un paquet de choses et voici les images que je vous ai rapportées. Monsieur Boily, vous êtes impliqué dans plusieurs sphères au niveau du bénévolat. Quand ça a commencé, tout ça? Pour moi, le bénévolat, ça fait quand même assez longtemps. Disons que mon plus ancien souvenir de ça, c'est quand j'avais environ 12 ans. J'accompagnais mon père à l'église et puis dans le temps des fêtes, on distribuait des paniers de provisions aux familles pauvres de Laval. Et c'est ça qui m'a mis en contact avec le bénévolat et aussi avec la misère humaine. Donc, ça m'a ouvert les yeux très jeune. Et puis, tout de suite après, j'ai commencé de moi-même, de vouloir être impliqué dans toutes sortes de choses. Je me rappelle qu'à l'école, j'étais toujours plein d'idées, plein de projets. Et ça s'est poursuivi comme ça à travers les années. Oui, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, vous m'avez dit que vous consacrez 1200 heures de bénévolat par année. Comment ça se passe? C'est beaucoup, mais je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Premièrement,
quand j'ai eu mes enfants, j'étais parent bénévole dans toutes leurs activités sportives, que ce soit le basketball, le patinage artistique et tout ça. J'ai fait beaucoup de bénévolat pour les sports, pour la jeunesse dans ces années-là. Et là, maintenant que mes filles sont parties de la maison, bien, j'ai encore plus de temps à donner à des organisations. Là, entre autres, en ce moment, je suis secrétaire du Conseil du Québec de Ambulance Saint-Jean. Ambulance Saint-Jean, qui est la plus importante organisation de bénévolat au monde. Et ici au Québec, on a 1300 bénévoles qui donnent chaque année 225 000 heures de bénévolat. Et au niveau canadien, c'est 1 million d'heures de bénévolat par année qu'on donne, oui. Alors, avec Ambulance Saint-Jean, évidemment, on donne de la formation en premiers soins et en réanimation cardio-respiratoire. À chaque année, on récompense des gens qui ont sauvé des vies de cette manière-là. Et pour vous aider, là, les gens qui nous écoutent à la maison, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? On est toujours à la recherche de bénévoles, surtout pour faire justement sur le terrain le secourisme. Alors, on est présent à plusieurs événements, le Grand Prix de Formule 1, on est présent au Centre Bell pour toutes les parties du Canadien, pour les concerts, on est présent au soccer de l'Impact, au football des Alouettes. Il y avait aussi à Laval le mondial choral. On est là aussi. Donc, on a toujours besoin de gens qui sont intéressés à donner du temps et on les forme pour qu'ils deviennent des secouristes. En terminant, quelles sont vos motivations personnelles à faire du bénévolat? Le bénévolat, ça apporte beaucoup. Premièrement, je sens que je fais quelque chose d'utile. Parce qu'en plus de l'Ambulance Saint-Jean, je fais aussi du bénévolat à l'accueil Bonneau. On prépare des repas pour les sans-abri, les itinérants. Et là, je suis en contact direct avec ces gens-là. Donc, on voit que ça fait vraiment une différence pour eux. Et deuxièmement, bien, c'est une manière pour moi de redonner. Parce que j'ai reçu beaucoup, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé dans ma vie, puis là, c'est à mon tour d'aider les autres. Et puis finalement, bien, ça me fait faire du social, comme on dit. C'est pour moi une manière là, de contribuer à la société. Au nom de la chronique Mille merci, on vous dit un gros merci. On vous encourage à continuer tous ces beaux gestes de bénévolat. Vous faites une différence, M. Boily. Félicitations pour votre implication. Merci beaucoup. C'est un homme inspirant, franchement, cet homme-là. Et tu sais, on dit tout le temps, j'ai pas le temps, je suis occupé. Écoute, si lui est capable de le faire, on est tous capables de le faire. Un petit 15 minutes, 1 heure, une activité par année. C'est vrai. Ça peut changer beaucoup de choses pour beaucoup de gens. D'ailleurs, il n'y a pas un moment pour s'inscrire pour des prix, justement, de gens qui font du bénévolat? Oui, le concours Hommage Bénévole Québec. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui fait une différence dans la communauté, évidemment, vous nous écrivez pour qu'on puisse faire le portrait de la personne. C'est vrai, c'est une très bonne idée. Et la deuxième chose, vous allez sur le site www.dites-lui-merci.ca. Vous avez jusqu'au 6 décembre pour inscrire la personne au prix Hommage Bénévole Québec 2014. Tu es toi-même une lauréate d'un prix de bénévolat ici à Laval. Oui, et on passe une très belle journée. On est chouchoutés et on prend soin de nous. Alors, si vous avez des suggestions pour Peggy, l'adresse courriel est au bas de l'écran. C'est info@tvrl.ca. Ça prend juste quelqu'un qui fait une différence dans votre milieu, quelqu'un qui mériterait peut-être cette petite reconnaissance. Je dis petite, mais quand même grande reconnaissance de la part de cette émission dans la chronique Mille merci avec Peggy Bella. Peggy, on se retrouve la semaine prochaine? C'est certain. Bonne semaine. Vous êtes deux maintenant. Merci, Peggy. Un film très attendu, la suite du méga blockbuster Thor est sorti en salle le 8 novembre dernier. Et évidemment, notre expert en cinéma, Nicolas Vincent Poirier, est allé voir le film et nous en fait son compte-rendu. Est-ce que tu as vu le premier? Non, je n'ai pas vu Thor. Là, celui-là s'intitule Thor, un monde obscur. C'est ça, mais je n'ai vu ni l'un ni l'autre. OK, bien c'est important, je pense, de voir le premier avant de voir le deuxième, parce que le premier, bon, vu que c'est pas un personnage qui est aussi populaire que Captain America, Iron Man et Hulk, c'est une espèce d'intro à Thor, et justement, les gens ont embarqué, le film a fait beaucoup d'argent, mais moins que les autres, disons. Et les gens ont un petit peu moins embarqué. Donc, le premier, c'est une introduction. C'est important de le voir pour ça. Et le 2, vraiment, on embarque directement dans l'action. Je suis allée voir la bande-annonce. J'ai dit, faut absolument que je vois ce film-là. Pourtant, j'avais aucun intérêt pour Thor avant. Mais là, ça avait l'air vraiment bon.
Et celui-là aussi, c'est un très bon divertissement. C'est pas un film qui va passer à l'histoire, c'est pas un film, à mon avis, qui va gagner des prix pour quoi que ce soit, mais quand même, il n'y a rien de négatif dans le film. Tout est très bon et ça fait partie de l'univers cinématographique de Marvel. Et là, on entre dans la phase 2. Alors, qu'est-ce que c'était premièrement la phase 1? C'est de faire découvrir au public tous les personnages avec le film Captain America, Iron Man, Thor. Pour ce qui est de Hulk, ils n'en ont pas fait d'autres spécifiquement pour ça. Pourquoi? Parce que les deux autres ont été... Je ne veux pas dire un échec, mais ils sont un petit peu plantés. Ils sont un petit peu plantés à chaque fois. Ça fait qu'ils mettent l'idée de côté, puis Hulk, ils veulent en faire un autre, peut-être en 2015, en 2016. Ils sont pas trop sûrs, mais avec le film Avengers, je pense qu'ils ont trouvé une bonne formule, en tout cas, pour Hulk. Et pour venir à Thor, alors c'est pas compliqué. Thor doit carrément sauver l'univers au complet d'un gros méchant qui s'appelle Malekith. C'est très original comme concept. C'est ça, c'est très original. Alors, le gros méchant Malekith, qui est un elfe extrêmement méchant, lui, il veut carrément détruire les 9 univers dans Thor. Oui, c'est ça, il y a 9 univers pour ramener ça aux ténèbres. Alors, quelque chose que je trouve un peu... pas bizarre, mais je me demande comment ils vont faire pour continuer ça. Bon, Thor, dans ce film-là, il sauve carrément l'univers. Dans le film Avengers, c'était les super-héros qui sauvaient le monde d'un envahissement extraterrestre. Donc, pour les prochains, qu'est-ce qu'il va y avoir de plus gros? Qu'est-ce qu'il y a de plus gros à sauver que l'univers? L'univers entier. L'univers entier. Tu peux pas avoir plus gros que ça. Ça fait que c'est une bonne idée tout de suite avec Thor 2 d'embarquer avec Sauvons l'univers. Mais est-ce qu'il va y avoir un troisième film? Ah, c'est sûr et certain. Le film a coûté 170 millions. Dans le monde entier, il a rapporté jusqu'à date, en 2 semaines de sortie, plus de 300 millions. Et la première fin de semaine en Amérique du Nord, c'est 86 millions. C'est sûr et certain qu'il va en avoir un. Ils font trop d'argent pour ne pas en faire. C'est ça. Et en plus, c'est un très bon réalisateur qui a fait le film. C'est Alan Taylor, qui, lui, a beaucoup plus fait de la télé que d'autres choses. Il est connu pour avoir réalisé des émissions de Game of Thrones, qui est une série style médiéval. Et Marvel, quelque chose de très bien qu'ils ont de leur côté, c'est que, bon, quand on parle de l'univers Marvel, on parle de films qui vont sortir à chaque année, à chaque 2 ans. Donc, le délai de production est extrêmement court. Et l'espèce de roi de cet univers-là, c'est Joss Whedon qui a réalisé le film Avengers et qui est un peu le maître un peu de tout ce qui va se passer. Et même que Joss Whedon, qui a commencé à la télé, donc est habitué à travailler extrêmement rapidement, est venu secourir le monde dans Thor 2 parce qu'à un moment donné, le scénario ne marchait pas. Quand on écrit un scénario, on a bien beau dire « OK, tout marche bien, on peut aller en production », mais c'est en production des fois qu'on se rend compte que c'est beau écrit sur papier, mais quand tu portes ça à l'écran, ça n'a pas de sens. Okay. Joss Whedon a été comme, ils l'ont appelé en catastrophe, il est venu, il a pris l'avion. Il était le sauveur, il s'est assis, il a réécrit une couple de scènes, il est reparti tout de suite après. Et il a sauvé la production en quelques reprises comme ça. Et c'est ça, Alan Taylor aussi, c'est un gars de télé. Donc, ils sont entourés de personnes qui sont habituées à travailler extrêmement rapidement. Et ce qui est une extrêmement bonne chose pour l'univers Marvel. Quand tu parles de l'univers Marvel, tu parlais de Avengers, Thor, comme on parle maintenant, Captain America. Mais quand on parle de Superman, Spider-Man, ça, c'est DC Comics, c'est ça? C'est ça, c'est DC, c'est les rivaux. OK. Et Batman, lui, serait dans quelle catégorie? DC aussi. Toutes les meilleures sont avec DC, selon moi. C'est juste mon humble opinion. Dis-moi donc, tu donnerais quelle note sur 5 à celle-là? 4 sur 5. 4 sur 5. Donc, on peut y aller un vendredi soir à plein prix. Ah oui, c'est un très bon divertissement, vraiment. Bien, excellent. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, en salle dès maintenant, Thor, un monde obscur. Ben voilà qui m'a fait notre émission. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, il y a différentes façons pour nous joindre à Laval et compagnie. Oui, par téléphone au 450-973-8005, par courriel à info@commercial-tvrl.ca et par Facebook sur la page de Laval et compagnie. Je veux remercier nos invités qui étaient ici en studio. Je pense entre autres à Patrick Poupard de Poupard Syndic, la designer de sac à main, vous l'avez vu, Joanne Boivin. Il y a aussi Marianne Bouchard de Sidavi Laval.
Puis pour ce qui est de nos chroniqueurs, nos indispensables chroniqueurs. Tout à fait. Ghislain Plourde, Sarah Bibeau, Anne-Marie Kirouac, Martin Larose et Nicolas Vincent Poirier. Celle qui nous fait notre maquillage, c'est Fanny. Merci, Fanny. Oui, merci. Il y a Manon Lemieux qui s'occupe de la recherche. Sinon, il y a nos caméramans Pascal et Daniel. Et à la réalisation, il y a Alain Huppé. Ça fait le tour. Pascal et Daniel qui sont pas mal tannants. Hein? Oui, pas mal tannants. Mais on vous adore. Mais une chance qu'ils sont derrière les caméras. Et en terminant, ma fameuse phrase, n'oubliez pas qu'une ville, peu importe sa taille, ce qui la rend vibrante et vivante sont ceux et celles qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci, Amélie. Merci. On reprend ça la semaine prochaine. Tout à fait. À Laval et compagnie. Bye tout le monde.